Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Donc si vous n'êtes pas à jour dans un titre en particulier, fuyez les spoils. Vous avez dans la barre le chapitrage, en description pareil. Donc si vous voulez mon avis sur un titre en particulier, vous savez quoi faire. Allez, on commence maintenant. On commence avec le troisième tome de Mao de Rumiko Takahashi, la maman de Ranma 1/2, Inuyasha ou encore Maison Ikoku. Pour ceux qui ont raté, j'ai fait une vidéo, un manga à chaud il y a quelques temps sur les deux premiers tomes et pour résumer, c'est pas top. Graphiquement, c'est pas top. En termes d'histoire, l'auteur a fait mieux. Alors graphiquement, c'est pas top parce que l'auteur est passé au numérique et ça sent qu'elle est encore pas totalement rodée à cette technique de dessin. Et ce qui fait que je trouve qu'en termes de dessin, il est moins bon qu'à l'époque de Ranma. Ce qui veut dire qu'elle est venue 30 ans en arrière en termes de dessin, ce qui fait un peu mal. Et en termes d'histoire, je trouve que c'est pas aussi intéressant qu'à Ranma. Même à Maison Ikoku, j'ai trouvé ça plus intéressant. En plus, ça devient un peu redondant avec d'autres mangas du même genre, avec des démons et compagnie, des exorcistes qu'on a en ce moment. Ça fait un peu redondant. Un peu aussi équivalent dans le ton qu'on a dans Inuyasha. Après, j'ai beaucoup aimé ce tome-là, déjà pour le est-ce qu'on peut appeler ça un paradoxe temporel? C'est le fait que le héros et l'héroïne affrontent le démon chat qui a les a maudits respectivement. Sauf que pour l'héroïne, elle voit l'événement se passer en ce moment. Parce qu'en fait, elle voit le moment où elle voyage dans le passé étant gamine, qui voit un démon chat, et en fait tout ça, on le voit là, donc en fait elle voit son passé qui est en même temps son présent. C'était très intéressant, alors même si c'est un petit peu bizarre en termes de paradoxe temporel, en termes de gestion, et j'ai beaucoup aimé l'arc qui commence là avec la secte qui en veut au héros dont j'ai oublié le prénom, désolé, et il y a un mec qui a un masque qui cache une partie de son visage et en fait quand il l'enlève, il y a une bouche démoniaque et j'ai trouvé ça super cool graphiquement, même si, voilà, cool graphiquement pour le fait que l'auteur est un peu régressé. Donc je vais continuer parce que Ranma 1/2 est bientôt terminé, on est au tome 16 sur 19 de cette grosse édition de luxe, ce qui fait que dans 3 tomes c'est terminé. Là on va avoir le tome qui sort au mois de novembre, en janvier-février on va avoir le tome 18, ce qui fait qu'au mois d'avril, mai, Ranma c'est terminé. Je vais pouvoir avoir un nouveau Rumiko Takahashi à continuer en la présence de Mao qui va continuer. Et il faudrait que je me fasse les Inuyasha et les Rin. Ajin, tome 15, et j'ai toujours le même souci avec Ajin depuis 4 tomes. J'ai l'impression de revivre plus ou moins les mêmes événements tome après tome. J'ai l'impression que le combat final contre Sato, il dure depuis 10 ans. J'ai vraiment l'impression que... Je me dis, mais il n'était pas mort, il est encore en vie, mais ils l'ont toujours pas battu, mais il est toujours pas capturé, mais... Ah, vivement que ça se termine là, je trouve que ça ressemble à un arc final qui devient interminable. Même Freezer qui dit il reste plus 4 minutes, ça a duré moins de temps que ça. Alors, il y a des trucs que j'ai bien aimé, l'arrivée de Sato en avion et qui s'explose de partout, c'est la fin du monde, et qui parle au héros et que le héros est concentré, ce qui fait qu'en fait toutes les bulles de dialogue on les voit pas parce que le héros pense, et en fait on voit à moitié ce que dit le mec en face de lui, et lui on voit juste ses bulles de dialogue. Je trouvais que ça en termes de mise en scène, enfin en termes de découpage très intéressant, en termes de la gestion des bulles, et voilà, c'est cette façon de. En fait, on nous montre le point de vue du héros qui est tellement obnubilé par son plan qui occulte tout ce que dit le personnage en face de lui, qui dit des conneries en plus, hein. Je crois il dit des grosses conneries, il lui parle de jeux vidéo, il lui parle de films, tu comprends pas. Par contre, j'avoue que la fin, il y a eu un gros retournement de situation, cette sorte de tempête de... Ils appellent ça, je sais plus comment ils appellent ça, les stands noirs, là j'ai oublié le nom, les floods, les flouds, je sais plus exactement. Là, cette nuée de stands noirs qui apparaît, j'ai fait waouh, c'est quoi ça là? Il y a une armée d'esprits qui vont se battre entre eux. Ça peut être intéressant. Donc j'avoue, je suis un petit peu curieux de voir le prochain tome qui va sortir dans je sais pas combien de temps. Mais ça fait plusieurs fois que je me le dis et que je me le répète. Vivement que ça se termine. Là, j'ai l'impression qu'on étire un petit peu le semi-humain que sont les Hajin jusqu'au bout, qu'on essaye de faire durer le plus longtemps la série. Alors qu'on aurait pu se terminer depuis bien longtemps. Balzar, tome 7, donc après le magnifique tome 6, attentat terroriste, mission impossible qui était super cool. Là, on revient sur un truc, je m'attendais pas à voir ça, c'est les mariages politiques. Le fait que, un machin, toi le roi, tu vas te marier avec machin pour faire une alliance avec tel pays, et toi ton petit frère, tu vas faire un mariage avec l'autre pays, comme ça on va être tranquille, on aura les deux pays qui se foutent la guerre, ils nous feront rien parce qu'on a à chaque fois une alliance politique. Je trouvais ça super intéressant, toujours dans le contexte de l'univers, un petit peu... on va dire, empire napoléonien, les conquêtes, etc.
Ouais, il y a des petits jeux d'alliance entre les différentes royautés pour pas foutre la guerre. Voilà, on se marie, on fait un ménage de princier, comme ça, on fait une alliance pour une génération. On va avec la suivante si on se refait la gueule et on se refait la guerre. Je trouve ça super intéressant. J'ai beaucoup aimé l'histoire donc des princes du royaume de je sais plus quoi, j'ai oublié le nom, excusez-moi, et le fait qu'il y ait un coup d'état, que les princes ont disparu, et que c'est dit qu'en fait les princes qu'on a actuellement c'est des remplaçants, et que ils sont pas vraiment de sang royal. J'ai trouvé ça super intéressant de te dire qu'en fait c'est pas forcément des charlatans, mais on va dire que si c'est un petit peu comme la royauté française, le roi est de d'essence divine, c'est le descendant de Dieu, ben là c'est juste des troufions qu'on a trouvés dans la rue et s'est dit voilà donc essence divine, bah non, et tu te remets un peu en considération, tu dis ça serait marrant que ça soit arrivé dans l'histoire de France ou d'autres pays avec des royautés, de dire que les princes sont morts, qu'on les a remplacés par des paysans, on s'est dit bon bah il fallait qu'on garde un héritier, donc voilà. Je suis l'essence divine. Non, non, t'es juste le fils t'es d'essence de bouseux, là, t'es le fils du pécor du coin, t'es pas le fils du roi. Alors, ils sont pas d'essence divine, hein, on est d'accord, hein, je vais pas voilà, faire ça. Mais c'était. Ouais, ça m'a fait penser un petit peu à ça, à mes cours d'histoire du collège et du lycée. Je trouve ça super intéressant, et Balzar, j'ai beaucoup aimé. Pareil, il y a aussi. Alors, j'ai oublié le nom du cavalier, excusez-moi. C'est. Helmut, le passage où il y en a qui déclare sa flamme à Helmut. J'en voulais une page de plus. Là, j'avoue que on nous met ça et je dis. Mais non, mais t'arrêtes pas là, montre-moi la suite. Là, je veux savoir un peu plus sur Helmut et ce mec qui est amoureux de lui depuis très longtemps et qui lui déclare enfin sa flamme. Et c'est un petit peu pour ça que c'était un connard. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc, ouais, Balzar, vraiment, c'est toujours un super gros kiff à lire. On parle maintenant d'un one-shot de Lézard Noir, c'est Gamma Draconis. Donc c'est écrit par Benoît Simat et dessiné par Eldo Yoshimitsu, qui avait écrit Ryuko il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. J'avais rencontré l'auteur à la FNAC, qui m'avait dédicacé les 2 tomes. Il y avait mon frère qui était avec moi, donc on a pu dédicacer chacun des tomes. Normalement, si vous me suivez sur Instagram et Twitter, etc., mes réseaux sociaux, quoi, vous étiez peut-être au courant que à Apum Bapoum, il y avait une séance de dédicace où j'étais. Alors, là, le tome n'est pas dédicacé parce qu'on est mercredi, c'est demain la séance de dédicace. Mais normalement, là, juste après cette vidéo, je vais faire un petit tweet, un petit Instagram. Donc, si vous l'avez raté, c'est parce que vous ne me suivez pas. Donc, voilà, Gamma Draconis, c'est un one-shot qui se passe en. Alors, grande partie en France, il y a beaucoup de passages à Paris, un peu à Londres et au Japon. C'est vraiment sympathique, alors c'est une création Les Arts Noirs, donc ils ont fait une commande auprès de Eldo Yoshimitsu pour écrire ce récit de 250 pages qui est super prenant, il y a un petit côté enquête, il y a des belles scènes d'action, j'adore le dessin de Eldo Yoshimitsu, déjà j'avais beaucoup aimé Ryuko pour le dessin, et franchement je vous conseille, c'est une bonne petite histoire, sympathique, bon, c'est vrai que c'est 24€ pour un gros tome, mais voilà, c'est regardez le format, gros cartonné, des pages de bonne qualité, l'encre qui est super belle. Donc franchement c'est un super bouquin. Je vais pas trop en parler, c'est des histoires de complots politiques, de sectes, d'objets mystérieux. Ça rappelle un petit peu Indiana Jones. J'ai trouvé ça vraiment super cool. Peut-être que j'en parlerai un de ces quatre sur la chaîne quand j'aurai un peu plus de temps. Là j'avoue que je voulais juste vous en parler et dire que normalement c'est dédicacé demain. Donc pour vous, ça sera hier, mais pour moi, ça sera demain. Shine, tome 9, donc ce petit shoujo qui n'en est pas un, qui est un shonen sur le monde de la mode. Le tome 9, alors le début du tome 9, clôture ce qu'on avait dans l'animé. Donc l'animé allait jusqu'au tome 9, donc le grand concours de mode de la FMAD, donc qui est cette école de stylisme japonais, de modélisme japonais, styliste japonais. Donc avec cette conclusion, je ne spoilerai pas pour ceux qui n'ont pas encore vu l'anime et qui veulent le regarder, qui sont peut-être un peu curieux, avec franchement des super pages. Il y a une page où le plus fort, on va dire, de sa génération fait son défilé, et c'est en mode on dit des attaques ultimes de Dragon Ball. Les mecs, ils ont des petites auras quand ils marchent, c'est trop stylé, j'ai vraiment adoré, ça j'ai vraiment adoré. Et donc, petite interlude entre cet arc-là et le suivant. Et donc l'arc suivant, le héros va faire un stage. Là, il part pour le monde du stage. Et sa signature, on dit t'es accepté au stage. Et donc là, il va rentrer dans, entre guillemets, la vie active. Il va faire entre guillemets, officiellement un vrai boulot. Parce que bon, il avait travaillé pour un styliste, mais il était un peu payé au black. Hein, c'était au lance-pierre et au black. Là, il va travailler officiellement en tant que stagiaire pour une grande boîte.
J'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'il va y avoir une difficulté, le fait qu'on lui donne des petits boulots de merde, tiens, récupère les chutes, fais un petit truc avec les chutes, vraiment les petits boulots de merde, parce que voilà, il va peut-être faire les photocopies et le café, hein. Je le sens. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on va lui faire les photocopies et le café pendant les premiers chapitres. On verra. J'ai aussi beaucoup aimé le petit passage où... alors je sais plus son nom, excusez-moi, je vais regarder s'il y a... Non, il n'y a pas le nom du personnage. C'est Kokoro. Ah, il y avait son nom qui est juste là. Donc cette grande fille qui était modèle, qui était top modèle et qui voulait devenir styliste, elle se rend compte qu'elle a pris du poids. Et que Ikuto doit refaire les mesures de sa robe et elle fait « touche pas là !» Et elle fait « touche pas là !» Et j'avoue que le enchaînement de cases où il touche, elle lui fout une claque, il le regarde avec un air de con et elle lui refout une claque juste après... J'étais mort de rire. C'est con, mais ces 3 cases-là, elles étaient magnifiques. Donc ouais, Shine, je vous conseille, c'est super bien. Ne vous fiez pas au fait que ce soit un shoujo, c'est un shonen pur et dur. Blizzard Axel, 6ème et dernier tome de ce manga de patinage artistique de Nakaba Suzuki, donc le papa de Seven Deadly Sins. Et en fait, je crois que j'ai compris Nakaba Suzuki. C'est un auteur qui est très bon pour faire des mangas en 10 tomes. Kongo Bonsho, 12 tomes, c'était génial. Blizzard Axel, alors c'est 11 ou 12 tomes au Japon, donc là c'est édition double en 6 tomes, c'était génial. Seven Deadly Sins, le premier arc qui fait une dizaine de tomes, c'était génial. Après ça s'est cassé totalement la gueule, un petit peu. Et ben ouais, en fait, il faut que ce monsieur arrête de faire des mangas trop longs. Il fait des mangas courts et ça sera bien. Mais franchement, Blizzard Axel, c'était génial. J'ai adoré. Là, le tome était trop cool avec le démon, là, le grand patineur. Bon, alors, j'avoue que le dernier chapitre où ils vont au JO, je me suis dit, mec, pourquoi tu nous as pas fait un dernier tome au JO là, un arc final JO, avec le retour de tous les personnages qu'on a rencontrés jusqu'à présent, ça aurait été épique. Surtout en plus il y a le retour de la copine du héros, ils disent qu'ils vont se marier. Putain, là l'ellipse JO, mais c'était une super idée, ça aurait amené vraiment, alors ça avait une super conclusion, mais j'aurais aimé un arc comme ça, totalement de conclusion, où il fait les JO, il gagne les JO et ça se finit là-dessus. Ça aurait été trop bien, et limite à la fin il galoche sa copine et il dit bon, on va se marier et puis basta, ça se finit là-dessus. Même le passage avec le père, où le père il dit à demi-mot, bon, j'accepte ce que t'as fait mon fils, tu vas briller, mais t'auras pas notre nom. J'ai beaucoup aimé, genre, non c'est pas ça, c'est même pas ça, c'est ouais, ne t'attache pas à notre nom, t'es trop fort pour ça, faut que t'arrêtes de rester bloqué sur le fait qu'on t'ait pas accepté dans la famille. Non, j'ai vraiment trouvé ça super bien, c'est 6 tomes géniaux, franchement, Blizzard Axel. Si vous êtes un peu déçu de Seven Deadly Sins, lisez ça, vous allez voir que l'auteur, il a fait des super choses en fait. On continue avec Lorsque nous vivions ensemble de Kazuo Kamimura. Donc en théorie, ça y est, j'ai lu toutes les œuvres de Kazuo Kamimura publiées en France. J'ai tout lu, je vais peut-être faire normalement aujourd'hui ou demain, enfin hier plutôt, pour vous, donc jeudi, un petit tweet où je vais montrer toutes les œuvres de Kazuo Kamimura et le fait que je les ai enfin toutes lues. Ça fait genre 3 ans que j'ai commencé ce petit marathon en commençant avec Lady Snowblood. Ça y est, enfin j'ai tout lu. Alors il y avait du bon, du moins bon. Alors lorsque nous vivions ensemble, c'est 3 putains de bottins comme ça de 500 pages ou 700 pages. C'est ultra long à lire, mais waouh, c'est chaud. Alors ça commence, on dirait, limite comme une sorte de un gars et une fille dans le Japon des années 60-70, donc avec un garçon et une fille, c'est pour ça que je dis un gars et une fille, qui sont ensemble, qui sont en concubinage, mais qui sont pas mariés, ce qui fait que déjà ils sont mal vus par la société japonaise, et chaque tome, c'est une descente en enfer. Chaque tome, alors les couvertures là, tu les vois, ils sont heureux, sur le tome suivant ils sont tristes, et sur le dernier tome ils sont vraiment malheureux. C'est Lorsque nous vivions ensemble. C'est franchement, le titre porte bien son nom. Juste pour vous teaser un petit peu, dans le tome 2, elle tombe enceinte. Et ça part dans un avortement. C'est la descente en enfer. Honnêtement, le passage avortement, c'est la descente en enfer. Il y a des pages qui sont magnifiques. C'est trop bien. C'est vraiment tout doucement, là, cette descente en enfer et le fait qu'il y avait des moments heureux et que maintenant, enfin, ils vont enchaîner galère sur galère. C'est génial, c'est un super titre que je vous conseille. C'est pas forcément le titre le plus accessible pour commencer Kazuo Kamimura, mais j'ai adoré ce titre-là. Par contre, il rentre pas dans mon trio. Voilà, j'ai un top 3 depuis le début, rien n'a réussi à l'enlever. À chaque fois j'en ai mis un, c'était compliqué de l'enlever. Il y a Lady Snowblood, le Club des divorcés et les Fleurs du Mal. Pour moi, c'est le must. Ces 3-là, et après les autres, ils ont du mal à dépasser ces titres-là, et ce qui sont super bien.
Donc voilà, Kazuo Kaimura, un de ces quatre, j'en parlerai sur la chaîne, je ferai une grosse vidéo sur cet auteur, mais je ne sais pas encore quand, donc la réclamez pas. Hell Paradise tome 9, pour ceux qui se souviennent, il y a genre 2-3 vidéos, j'avais acheté les 3 premiers tomes avec l'offre 2 pour 1 de Kazé. J'ai acheté les 6 autres tomes, donc là je suis à jour avec la publication française, et c'est super bien. Alors j'avais vu le titre arriver en France, je me dis, moi ça a l'air bien, mais j'attends que ça avance un petit peu, j'attends une offre, j'ai attendu l'offre. J'avoue que je suis content d'avoir enchaîné les 9 tomes d'un coup parce qu'ils sont géniaux, mais je suis un peu con de me dire, merde, j'ai commencé si tard, ça fait genre 2 ans que ça a commencé, je découvre enfin le titre, c'est trop bien. C'est super bien. Alors j'en avais parlé un petit peu dans la précédente mes lectures, là je vais en parler un peu plus. Je vais essayer de vous le vendre un petit peu. Hell's Paradise, imaginez, alors c'est l'histoire d'un ninja qui est immortel, à qui on va confier une mission, on va dire, tu vas sur une île où on peut devenir immortel, il y a un truc pour devenir immortel, on ne sait pas si c'est vrai, mais tu vas y aller parce que tous ceux qui y sont allés, ils sont morts, ils sont revenus morts, donc tu vas y aller avec un exécuteur, un bourreau, donc un mec qui décapite les gens, et il y a 10 autres condamnés, enfin 9 autres condamnés comme toi qui y vont, donc il y a 10 condamnés et 10 exécuteurs qui vont sur cette île, et il y a des monstres de ouf. Et franchement, le meilleur exemple pour vous expliquer ce truc-là, imaginez Battle Royale mélangé, ou Hunger Games, parce qu'en plus il y a un duo, donc il y a un peu plus côté Hunger Games, Battle Royale, mélangé avec Gantz Arc Osaka, parce qu'il y a un bestiaire un petit peu divin, créature bouddhiste, taoïste, contre des mecs qui vont les affronter, mais en même temps, il n'y aura qu'un seul condamné qui sera acquitté, parce que le condamné qui ramène le truc d'immortalité, il sera gracié, mais un seul sur les 10. Donc tu te dis, bah soit je suis le plus rapide, soit je suis le dernier, au choix. Et c'est génial, voilà, ça part, alors là, ça part dans des délires de combat, parce qu'il y a des entités encore ultra puissantes qui sont sur l'île, qui sont les gardiens, gros combat, il y a plein de mecs qui sont fait tuer, il y a une nouvelle équipe qui arrive aussi. C'est génial, franchement, ça monte tout doucement en puissance et en hype, et en même temps la série te montre quasiment toutes les cartes, pour te dire, bah voilà, tu sais où ça va aller, tu sais que c'est pas une série qui va durer 150 tomes, parce que on dit il y a 7 gardiens. Une fois qu'ils seront battus, il n'y aura plus rien. Donc ça sera sûrement la fin de la série. Et là, il y en a déjà 3 qui sont battus sur les 7, donc il en reste 4. On est au tome 9. Tu fais le calcul, tu dis bon, en théorie, vingtaine de tomes, grand max est terminé. Donc je continue. En plus, pour ceux qui sont pas au courant, le monsieur qui fait ça, c'est l'ancien assistant de Tatsuki Fujimoto, donc le papa de Fire Punch, et pas Force, comme j'ai dit sur Instagram, et Chainsaw Man. Voilà, donc c'est franchement... super élève. À son maître, il doit être fier de lui, parce qu'en termes de dessin, quand même, c'est un strom. Et on finit avec Initial D, tome 41 sur 48. On approche tout doucement, mais sûrement de la fin, mais avec un tome tous les 6 mois. Dans 4 ans, on n'a pas encore fini le manga, c'est triste. Dépêchez-vous qu'elle ait terminé le manga. Alors, j'avais lu les 40 tomes d'Initial D pendant le confinement, et j'avoue que bah j'ai lu ça au mois d'avril, donc ça fait hyper longtemps que j'ai lu le tome 40, qui était en plein milieu d'une course, donc j'avoue que j'arrive en plein milieu d'une compétition, je sais plus du tout le contexte. Alors il y a un mec qui arrive, c'est le rival de Ryosuke, enfin il se fait perdre dans des bails, mais j'avoue que bah, le fait d'avoir un peu décroché pendant 6 mois la série, je remonte dedans et je comprends plus trop, et c'est un peu le souci avec ces titres où il y a une publication à rallonge, entre chaque tome il se passe 6 mois, 1 an. Moi, à chaque fois, bah, je lis plein de trucs, ce qui fait que quand j'arrive à ce tome-là, je le savoure, j'apprécie le dessin, j'apprécie la narration et la mise en scène, mais j'avoue qu'en termes d'histoire, je suis totalement sorti de l'histoire, ce qui fait que j'arrive plus à rentrer dedans et j'arrive pas à accrocher aux enjeux. Et là, c'est un peu le même souci. Donc, je sais pas si je continuerai à parler de Initial D dans mes lectures, quand il y aura un tome qui sortira, mais en tout cas, moi je vous conseille, c'est un super titre. En plus, Kazé, l'année dernière, en début d'année, a fait des réimpressions, donc sautez dessus. Matez l'animé qui est de très bonne facture, même si la CGI peut faire un peu cracra, c'est super bien. Moi j'adore Initial D. Non, j'ai menti. On va parler d'une dernière chose dans ce mes lectures. Alors c'est pas vraiment une lecture, c'est un artbook. Là j'avoue que le mois d'octobre-novembre c'est la saison des artbooks parce que on a FMA. Là dans pas longtemps on va avoir le artbook de Slam Dunk, mais entre temps on a eu le artbook de Dreamland. Alors franchement, j'en ai des artbooks. Alors j'en ai pas des masses et des masses. J'en ai quelques-uns, je dois en avoir une petite dizaine. Mais très honnêtement, c'est pas mon côté chauvin, mon côté je soutiens le manga français parce que c'est Cocorico, c'est chez nous. Mais l'artbook de Renault, celui sur Dreamland, c'est sûrement le plus beau artbook que j'ai eu de toute ma collection. Déjà,
c'est 200 et quelques pages de dessins, pour la plupart originaux, qui ont été vraiment faits pour ce bouquin. C'est pas juste, on a pris les pages couleurs du magazine, on les met, et puis basta, il y a 2-3 petites anecdotes de l'auteur, genre « Oh, j'étais bourré quand j'ai imaginé ce truc-là ». Non, là c'est vraiment Renaud qui a fait beaucoup de dessins. Ça c'est une création pour l'artbook, il y a plein de petites créations dans le bouquin, donc c'est génial. Et tout ça au prix de 35 €. Genre l'artbook de Slam Dunk et de FMA qui est plus petit et plus cher. Alors, forcément, il y a l'acquisition de licence qui a un coût en plus, mais rien qu'en termes de contenu, c'est beaucoup plus. Et alors, si vous regardez, alors là je fais une petite pub, le Team Manga Show, des fois, alors pendant le couvre-feu, j'essaie de passer des fois pour dire des conneries. Donc si vous voulez m'entendre parler de manga, regardez à 21 h, des fois je passe, je fais une petite pub pour eux. Et Renaud avait fait une vidéo avec eux, et il disait que même au Japon, s'il sortait un truc comme ça coûterait 80 €. Rien qu'au Japon en termes de création. Donc là on a vraiment un super bouquin. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Déjà, couverture réversible. D'un côté, effet mat, de l'autre, effet brillant. Avec une autre création de l'auteur. Alors il y a une petite easter egg, c'est que la couverture carton, c'est une impression haute définition du tome 1 de Dreamland de Renaud, donc l'auteur, qui l'a emmené dans tous les festivals, qui est défoncé, qui est plein de bière, qui est plein de taches d'encre. C'est ignoble, mais tous les fans ils adorent, c'est un peu la Bible, c'est la Sainte Trinité de Dreamland. Et après le bouquin, parce qu'en plus il est lourd et pas forcément facile à manier, c'est génial, franchement, il y a plein d'informations. J'ai même pas eu le temps de le lire, je l'ai feuilleté, je me suis arrêté à quelques pages qui m'intéressaient. C'est classé par arc, donc en fait c'est tout doucement, c'est chronologique, donc par rapport aux arrivées des personnages. Donc j'ai feuilleté un petit peu, j'essaie de regarder des trucs, il y a des petites informations par rapport aux clés des songes, par exemple, où j'ai trouvé, c'est intéressant, ça y est, ils expliquent enfin, par exemple, que Knuckle, si je dis pas de conneries, donc c'est l'autre utilisateur du pouvoir des épines, il a la clé des songes pour se réveiller quand il veut. Et on savait qu'il avait une clé des songes, on savait que c'était le croissant de lune. On l'a jamais vu encore ce personnage-là, je crois pas. Et j'ai hâte de le voir. En fait, c'est comme Oda, celui qui a l'épée qui peut tout trancher, et une fois que c'est coupé à vie. On l'a aperçu vite fait dans une case, mais on l'a jamais réellement vu, qui a été créé par Ono depuis le tout début de Dreamland. J'espère qu'on les verra dans la saison 2, qui va arriver en 2021. Mais voilà, en tout cas, c'est un super bouquin. Très clairement, même si vous n'êtes pas fan de Dreamland, rien qu'en termes d'objets, en termes de contenu, c'est indispensable en fait. Honnêtement, là, comme je dis même pas ça parce que c'est français, que je suis mon petit côté chauvin cocorico. Non, en termes d'objets, c'est un truc de ouf. L'artbook, j'ai un artbook sur Blame, sur Akira, sur FMA, sur Solitaire, il y a celui sur Slam Dunk qui arrive. Même Doro et Doro, alors je l'ai pas su sur Doro, je l'ai vu des trucs, ou même sur Innocent de Shinichi Sakamoto. Il n'y a rien qui est à ce niveau-là en termes de qualité-prix. C'est un truc de ouf. Voilà, là, je voulais en parler un petit peu. Je voulais vous le conseiller, donc allez-y. 35 € de pure merveille. Donc voilà, c'était mes lectures. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez. Ça permet à la chaîne de grandir tout doucement. J'avoue que depuis quelques temps, la chaîne grossit très rapidement. On est quand même, on arrive à quasiment une centaine d'abonnés en une trentaine de jours. C'est jamais arrivé sur la chaîne, donc là je la vois grandir de plus en plus. Donc merci à vous pour tous ceux qui partagent, qui la mettent sur des forums, qui la montrent à des gens, qui font découvrir la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Likez et commentez pour le recensement, tout ça. Moi je réponds à tout le monde de toute façon, je dis pas ça juste commenter pour commenter. Non, si vous me posez une question, si vous me dites un truc, je réponds à tout le monde. Voilà. Alors sauf si vous me dites, alors après si vous me dites c'est super, peut-être pas te répondre, mais voilà, mais si vous me posez des questions, je réponds à tout le monde. Voilà, donc franchement, un grand merci à tout le monde, et continuez à lire des mangas, et voilà, et survivez au Covid-19 aussi, hein, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, allez, ciao.